Donc tout d'abord, bonjour à tous. Puis je tiens à remercier la Wikicrème pour l'organisation de ces journées. Donc ma recherche doctorale porte sur les jeunes adultes, plus particulièrement les 18-30 ans, que l'on rencontre dans les salles de musée et qui constituent un public cible au sein des musées. Donc je travaille plus particulièrement sur le rapport que ces publics ciblés entretiennent avec le musée, entendu au sens générique. Donc je réalise effectivement cette recherche au sein de l'École du Louvre, dans un programme international de muséologie qui réunit donc l'École du Louvre, l'UAPB d'Avignon et l'UQAM à Montréal. Donc pour cette communication, j'aimerais tout d'abord revenir sur les enjeux qui sont associés à ces publics de jeunes adultes et sur les logiques qui poussent les professionnels des musées à catégoriser et à cibler cette population. Donc je procéderai pour cela à un bref rappel historique de l'institutionnalisation de cette catégorie publique. Donc ce premier temps de la présentation nous permettra de montrer que cette catégorisation de public fait écho aux évolutions des musées au cours des dernières décennies et que loin de désigner une population homogène, cette catégorie de public jeune fonctionne plutôt comme un signe qui est adressé au public de la prise en compte par les professionnels des musées de leurs attentes et de leur perception du musée. Ensuite, j'exposerai plutôt je suis en train de terminer mon terrain et de procéder à l'analyse. Donc j'exposerai plutôt que des résultats, les choix méthodologiques que j'ai faits pour étudier le rapport de ces publics cibles au musée et la manière, ou plutôt les différentes manières dont s'élabore ce rapport. Donc je présenterai ainsi dans un second temps le terrain d'enquête auprès de ces publics cibles et le choix qui est fait d'articuler des données quantitatives et des données qualitatives. Donc cette seconde partie de la présentation sera l'occasion de revenir sur deux notions centrales que je mobilise dans la thèse. D'un côté, la carrière de visiteur, la notion de carrière, et de l'autre, le répertoire culturel qui, au terme de cette recherche, me permettront de formuler une approche de l'engagement dans la pratique de visite muséale par les réseaux de pratique, tant sociales que culturelles. Donc pour commencer, un bref historique de cette catégorisation des jeunes comme public cible au sein des musées. Donc, tout d'abord, en 1993, à la réouverture du musée du Louvre après les grands travaux, le service culturel du musée va lancer une opération qui est intitulée les Nocturnes Jeunes, qui est à destination des moins de 26 ans, pour lesquels ces nocturnes vont être gratuites. Ces nocturnes ont lieu d'abord ponctuellement, 2 fois dans l'année, puis elles vont être, à partir de 2004, elles vont devenir hebdomadaires et avoir lieu tous les vendredis soirs au Louvre. Donc ces nocturnes vont proposer aux moins de 26 ans de découvrir certaines œuvres du musée grâce à une médiation qui est réalisée par les étudiants, principalement issus d'une formation en histoire de l'art à l'École du Louvre. Et cette forme de médiation va constituer l'une des nouveautés fondamentales de ces soirées, puisqu'il s'agit de se démarquer de la visite traditionnelle du type visite-conférence ou circuit guidé, qui, selon une étude du Louvre à ce moment-là, pâtit d'une mauvaise image chez les jeunes visiteurs. Donc la médiation qui est mise en œuvre lors de ces soirées, au contraire, va être de type conversationnel, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur l'échange et l'interaction entre les visiteurs et les étudiants médiateurs qui sont présents dans les salles et que les visiteurs peuvent solliciter à l'envie. Donc dans les années 2000, la catégorisation des jeunes comme public cible et les programmations qui leur sont dédiées vont se diffuser dans les grands, un peu partout en fait, dans les grands établissements nationaux, mais aussi dans des musées qui dépendent de collectivités territoriales, et aussi bien en Île-de-France qu'en région, et aussi bien dans différentes catégories thématiques de musées, c'est-à-dire autant dans des musées de sciences que des musées d'art, des musées d'art contemporain, etc. Et on remarque actuellement que les musées qui sont nouvellement créés vont, dès leur inauguration, proposer ce type de catégorisation des publics. Donc c'est le cas par exemple au musée du Quai Branly ou au Louvre-Lens, ou plus proche de nous au Centre Pompidou, puisqu'il existe aussi au Centre Pompidou-Metz une catégorisation jeune public. Donc ces programmations vont se développer autour de 4 éléments qui sont récurrents et qui constituent en quelque sorte le modèle ou la recette de ces programmations, à savoir la gratuité. La majorité de ces événements vont être gratuits pour les publics ciblés. Le caractère événementiel, donc ces nocturnes sont plus ou moins régulières, donc elles peuvent être hebdomadaires ou mensuelles ou trimestrielles, donc ça dépend un peu d'un musée à l'autre.
et le plus souvent en nocturne. Et elles se fondent aussi sur l'entre-soi ou l'entre-père, c'est-à-dire que ces programmations sont présentées par les musées comme étant en fait pour et par les jeunes. Et dernier élément, la pluridisciplinarité de ces nocturnes, puisque ces soirées mêlent en général des formes variées de pratiques artistiques et culturelles. Donc là, ici, vous avez des images de nocturnes, où on voit par exemple la danse et le concert, mais il peut aussi s'agir de théâtre, de performances, de vidéos. Et plus récemment, on va observer un mélange de différents registres culturels par l'intégration d'objets et de pratiques culturelles qui vont être en cours de légitimation. Ainsi, par exemple, lors des soirées, on voit apparaître des thématiques qui sont plus empruntées aux industries culturelles et médiatiques. Donc là, sur cette image, vous avez la nocturne étudiante du Musée des Beaux-Arts d'Angers, qui a été sur le thème cette année du super-héros. Ou alors, on va avoir l'apparition de pratiques issues de nouvelles formes de sociabilité, comme au Musée Aquarium de Nancy, avec une soirée qui est destinée aux moins de 30 ans et qui est fondée sur l'idée du speed dating. Donc ce dernier aspect fait écho à l'évolution au cours de ces dernières années, enfin de ces dernières décennies plutôt, à l'évolution des musées en fait, qui se sont de plus en plus développés comme des centres culturels en multipliant les types d'activités qu'ils proposent au public. Donc c'est non plus seulement l'exposition d'objets, mais un ensemble d'activités connexes du type conférences, projections, ateliers, et qui font communiquer différentes formes artistiques et culturelles, et qui participent en cela d'un certain brouillage des frontières entre ces différentes formes artistiques et culturelles et les normes de légitimité qui leur sont associées. La catégorisation des publics jeunes adultes relève de logiques et d'enjeux qui sont complémentaires mais fortement distincts. Donc il s'agit tout d'abord d'enjeux politiques et sociaux qui sont liés à la démocratisation de l'accès à la culture, qui sont en fait les enjeux historiquement inscrits dans les missions des musées. Il s'agit également d'enjeux économiques, notamment dans un contexte où les institutions muséales sont de plus en plus sommées de s'autonomiser financièrement et de développer leurs ressources propres. Donc en fait, la catégorisation de ces publics jeunes et les privilèges dont ils bénéficient pour un temps constituent en quelque sorte un pari. Donc il s'agit de sensibiliser et de fidéliser ces publics dans l'espoir que ces jeunes qui fréquentent ces événements gratuits se reporteront ensuite sur une fréquentation plus ordinaire du musée et potentiellement payante lorsqu'ils sortiront des catégories de cette catégorie cible. Donc la question qui est soulevée dans cette recherche est la suivante, c'est quel est le rapport que ces jeunes qui sont ciblés par les musées, quel est le rapport qu'ils entretiennent avec cette institution, de quoi sont-ils les publics lorsqu'ils fréquentent les musées, en tenant compte du fait qu'ils sont déjà investis à divers degrés dans la pratique, puisque c'est au sein des musées que je les ai rencontrés. Donc pour cela, pour cette recherche, j'ai choisi d'analyser des publics de musées qui ont entre 18 et 30 ans. Donc le choix de cette tranche d'âge me permet d'englober la diversité des catégories jeunes qui sont ciblées au sein des musées, à la fois des étudiants, mais les catégories d'âge qui sont ciblées, ça peut être les 18-25 ans ou les moins de 30 ans. Et ces publics vont être envisagés sous un double aspect, à la fois leur âge, ou plutôt la période de la vie dans laquelle ils se trouvent, et la génération à laquelle ils appartiennent. Donc tout d'abord, comme période de la vie, et à la suite des recherches en sociologie sur les âges de la vie, il s'agit de considérer que la jeunesse adulte constitue une évolution de la socialisation primaire à la socialisation secondaire. Et dans l'étude des pratiques culturelles, cette transition correspond à celle des pratiques qui sont majoritairement prescrites et encadrées par l'école et ou la famille, à des pratiques qui vont être choisies délibérément en dehors de ces prescriptions scolaires et familiales. Les travaux de Sylvie Octobre, au DEPS notamment, montrent que cette transition peut induire l'abandon de certaines pratiques qui vont sortir du répertoire culturel de loisirs des jeunes, surtout si au premier temps de la jeunesse, elles ont été majoritairement imposées par la prescription scolaire et familiale et qu'elles n'ont jamais laissé place à l'affirmation de choix et de goût de la part de ces jeunes. Donc concernant la fréquentation des équipements culturels,
Je voudrais ici citer les travaux de Sylvie Octobre, lorsqu'elle écrit qu'il est nécessaire que la fréquentation active vienne remplacer la fréquentation passive pour que l'équipement culturel ait des chances de s'insérer durablement dans l'univers culturel des jeunes. Ensuite, c'est sous un angle générationnel que ces publics sont analysés, puisque si cette classe d'âge n'est en rien un groupe social unifié, elle a pourtant comme plus petit dénominateur commun le fait d'évoluer au sein d'une offre culturelle qui est transformée, notamment par le développement des industries culturelles et médiatiques, mais aussi par la multiplication des politiques de démocratisation culturelle, et au sein des institutions, par le questionnement sur justement ces frontières entre les pratiques culturelles, les différentes formes et registres de pratiques culturelles. Donc plusieurs travaux en sociologie de la culture, notamment ceux de Bernard Lahire, montrent les implications de cette transformation de l'offre culturelle sur les rapports des individus à leurs pratiques culturelles, et montrent notamment qu'ils ne se rapportent pas tellement à leurs pratiques culturelles en fonction de leur degré de légitimité. Donc pour cette recherche, un des choix a été d'articuler une analyse quantitative et qualitative de ces publics. Donc en fait, elle permet surtout d'articuler une approche qui est synchronique des publics à une approche qui est diachronique, cette approche diachronique qui est susceptible de retracer la genèse de l'identité de visiteur. Donc, du côté de l'approche synchronique, il s'agit en fait de recourir aux enquêtes quantitatives qui sont produites par le département de la politique des publics au ministère de la Culture. Donc ces enquêtes sont à échelle nationale. Elles regroupent différentes catégories thématiques de musées et donnent à un moment donné une image du public des musées, ou des publics des musées. Donc je procède actuellement à une lecture secondaire de ces données qui laisse percevoir en fait des différences qui peuvent s'établir entre des publics jeunes et des générations de publics plus âgés. Donc je ne m'attarderai pas très longuement sur ces résultats, simplement pour vous dire que les publics entre 18 et 30 ans comptent parmi les plus familiers de ces institutions, notamment par rapport aux visiteurs plus âgés. C'est un point qui, selon moi, accrédite l'hypothèse que ces jeunes font partie d'une génération qui est plus fortement sensibilisée aux pratiques de visite muséale, du fait notamment des politiques de démocratisation culturelle qui ont permis de multiplier les incitations scolaires à la pratique via des partenariats étroits entre écoles et musées. Plusieurs études montrent ce fort taux de sensibilisation des jeunes générations. De même, ce sont des publics qui, comparés aux publics plus âgés, ne formulent pas les mêmes attentes à l'égard de la visite de musée. Ils expriment par exemple le plus souvent des attentes à l'égard de leur visite en termes de détente et de partage. Et ce point fait écho aux missions que les 18-30 ans attribuent en général à cette institution culturelle. Majoritairement, selon eux, ce lieu se doit avant tout de conserver les patrimoines et la mémoire qu'il porte, mais surtout d'en favoriser l'accès à tous. Et cette dimension de la culture pour tous, entre guillemets, arrive avant la mission de transmission des savoirs qu'ils attribuent dans un troisième temps à l'institution muséale. Quand on regarde les attentes et les missions que les visiteurs les plus âgés attribuent au musée, on se rend compte que cette dimension de la culture pour tous sort du trio de tête des missions qu'ils attribuent aux institutions, qui, pour ces visiteurs les plus âgés, sont avant tout des lieux de conservation du patrimoine, de présentation d'œuvres et d'objets exceptionnels et de transmission des savoirs. La dimension de la culture pour tous n'arrive qu'en quatrième position des missions qu'ils attribuent à cette institution. Donc ces enquêtes permettent également de considérer un ensemble de variables, en particulier celles qui ont trait au groupe social d'appartenance, et d'analyser les différents facteurs qui conditionnent les pratiques et les représentations des musées. Et ici, l'emploi au pluriel du terme de public prend tout son sens, puisqu'il convient on constate en particulier le maintien de clivages sociaux dans ces représentations et dans ces pratiques de musée. Par exemple, au sein d'une même classe d'âge, dans les 18-30 ans, on constate que les jeunes qui sont issus des classes sociales supérieures sont ceux qui sont plus familiers par rapport à leurs pairs des classes plus populaires.
Donc cette approche synchronique est également développée dans le deuxième volet de mon terrain de recherche. Qu'en fait, il s'est agi de mener des entretiens approfondis avec des visiteurs qui étaient rencontrés dans les musées, soit en contexte de gratuité, soit dans des programmations dédiées aux jeunes, aussi bien à Paris et en région. Donc, une première partie de ces entretiens porte sur les pratiques de loisirs et sur leurs évolutions, ainsi que sur le réseau social actuel des répondants. Donc, du côté des pratiques de loisirs, il s'agissait de décrire ce qui incite à telle ou telle pratique, ce qui pousse ensuite à poursuivre ou abandonner certaines pratiques de loisirs, mais également l'intérêt qui a été porté par ces jeunes à divers moments sur ces pratiques de loisirs. Du côté du réseau social, il s'agissait de décrire le réseau d'amis, mais aussi le réseau familial et les pratiques culturelles et de loisirs qui sont effectuées avec ces différents membres du réseau social des enquêtés. Donc cette description permettait ainsi de situer la pratique de visite muséale, qui était abordée dans un second temps dans les entretiens, au sein d'un répertoire plus vaste de pratiques sociales et culturelles et de loisirs. Donc cette approche permet notamment de voir que ces différentes pratiques culturelles et de loisirs n'existent pas de façon isolée, qu'elles entrent en résonance les unes avec les autres, et sur d'autres modes que leur simple juxtaposition, comme le sous-entend d'une certaine manière la notion de cumul. Et la notion de répertoire de loisirs permet notamment d'observer les arbitrages que les individus opèrent entre leurs différentes pratiques. Et ces arbitrages dessinent en quelque sorte une sorte de grammaire du loisir, et ce terme-là est emprunté à Sylvie Octobre. Donc, je peux évoquer ici le cas par exemple d'une jeune active de 28 ans que j'ai rencontrée à Toulouse, dont la majorité des pratiques de loisirs et de sociabilité tournent autour de la pratique photographique. Et lorsque j'aborde avec elle les sujets de visite muséale, celle-ci met aussitôt à distance cette pratique de visite, de ses goûts. Elle n'a jamais trop visité, elle garde très peu de souvenirs de ses visites durant l'enfance ou l'adolescence, ou alors ça reste des souvenirs très très vagues. Elle ne visite pas particulièrement de musées non plus actuellement, à la seule exception des centres d'art, des expositions ou des festivals qui sont liés à la photographie. Et elle ne manque pas de les visiter lorsqu'elle se déplace pour des voyages professionnels, ou voire elle se déplace expressément pour visiter ce type d'exposition. Et elle a également décidé d'adhérer à une des institutions, donc de prendre une carte d'abonnement, à une des institutions muséales de Toulouse qui expose de la photographie. Et donc cette jeune femme est un cas parmi d'autres qui illustre que l'identité du visiteur peut ne pas être reconnue pour soi-même malgré les pratiques de visite que l'on peut avoir, ou tout du moins que cette identité peut être sélective et que la pratique de visite peut être subordonnée à d'autres pratiques de loisirs qui sont plus essentielles et principales dans le répertoire et dans cette grammaire du loisir. Donc ensuite, la seconde approche, c'est cette approche diachronique qui est fondée sur plusieurs travaux qui ont contribué à montrer au sujet de la pratique de visite muséale ou d'autres pratiques culturelles, qu'il ne suffit pas de corréler un certain nombre de variables, aussi complexes soient-elles, au fait de pratiquer tel ou tel équipement, pour comprendre comment se construit le rapport des individus à leurs pratiques culturelles et comment ce rapport va évoluer dans le temps au cours d'une vie. Donc, je cite ici les travaux de Howard Baker, qui établit justement cette différence et de là cette complémentarité des modèles synchroniques et diachroniques, ou selon son terme séquentiel. Donc je le cite, « L'analyse multivariée présuppose que tous les facteurs qui contribuent à produire le phénomène étudié agissent simultanément. Elle cherche à découvrir la variable ou la combinaison de variables qui prédira le mieux le comportement étudié. Mais en réalité, toutes les causes n'agissent pas au même moment. Il nous faut donc un modèle qui prenne en compte le fait que les modes de comportement se développent selon une séquence ordonnée. » Donc il mobilise pour cela la notion de carrière qu'il transpose à son étude de la déviance. Et cette notion de carrière a été également utilisée pour l'étude des pratiques culturelles, notamment par Jacqueline Edelman, dans l'étude de la construction de l'identité de visiteur, mais ça a été aussi repris dans d'autres études pour le théâtre ou le cinéma. L'une des conclusions de Jacqueline Edelman
et de montrer que la fréquentation des musées n'est pas nécessairement constante ou exponentielle, comme le suggère aussi cette notion de cumul, qui sous-entend que plus on pratique, plus on va continuer à pratiquer et on pratiquera toujours plus. Mais l'une de ses conclusions est de montrer que l'identité de visiteur est variablement endossée au cours d'une existence et qu'elle va fluctuer au gré des différents statuts et identités sociales qui vont être assumés par un individu au cours de sa vie. Donc cette notion offre notamment un élément de réponse à la question qui est soulevée par plusieurs auteurs, dont Jacqueline Edelman, et qui écrit justement au sujet de la fréquentation. Je vous ai retranscrit la citation, que dans une même fratrie, des frères et des sœurs qui partagent les mêmes types d'éducation, la même ambiance culturelle et les mêmes expériences de visite, s'engagent précocement dans des rapports à la culture et dans des carrières de visiteurs qui peuvent beaucoup diverger. De manière générale, il ne paraît pas y avoir de relation directe ayant une valeur de causalité entre l'intervention d'un seul facteur de socialisation, qu'il soit simple ou complexe, et le déclenchement d'un processus qui lui serait cohérent. Donc elle met ainsi en exergue par le recours à la notion de carrière des dynamiques d'ensemble de ces carrières de visiteurs, dont certaines présentent des allures uniformes avec des enchaînements marqués au saut du succès ou de l'échec, et d'autres revêtent un aspect plus ou moins discontinu, avec des inflexions, des reprises, des ruptures. Donc dans cette recherche que je mène auprès des 18-30 ans qui visitent les musées, et donc qui sont déjà engagés à divers degrés dans la pratique muséale, il s'agit d'explorer plus avant ces dynamiques d'ensemble, en prêtant plus particulièrement attention aux enchaînements de séquences, aux inflexions, aux reprises et aux ruptures. Donc cette approche des carrières est développée plus particulièrement dans le volet qualitatif de mon enquête. Donc lors des entretiens, les visiteurs étaient invités à la manière d'un récit biographique à retracer cette carrière de visiteur par une série de questions sur leurs plus anciens souvenirs de visite, sur leurs souvenirs de visite pendant l'enfance, l'adolescence, dans différents contextes, en famille, avec l'école, mais aussi sur les premières fois qu'ils ont été au musée sans y être accompagnés. Et j'ai invité pour chacun de ces souvenirs à commenter les impressions qu'ils en ont eues, les traces éventuelles qu'ils auraient pu conserver, les motivations qu'ils avaient poussé à visiter. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis en train de réaliser l'analyse de ces entretiens et pour l'instant, je ne peux livrer que quelques notes que j'ai pu compiler dans des carnets. Il y a deux points notamment que je voudrais soulever ici. D'une part, ce qui fait inflexion, ce qui marque des points de bifurcation dans les carrières de visiteurs et qui vont par exemple déchirer le temps entre un avant et un après. Entre un avant où on était plus désintéressé par rapport à la pratique de visite, ou un après ou un maintenant où on est plus investi dans ces pratiques de visite. Ces points de bifurcation sont de nature très variable. Et le contraste peut s'établir à différents niveaux et sur différents éléments en fait. Par exemple, le contraste peut s'établir entre le milieu social dont on est issu et celui vers lequel on s'oriente, donc le milieu social de référence. Il peut aussi s'établir entre le réseau social que l'on a dans son cadre professionnel et le réseau social dans le temps de loisir. Mais par exemple, dans ce cas-là, c'est le cas de jeunes actifs qui évoluent dans un réseau social professionnel qui est éloigné de ces formes et pratiques culturelles et ces jeunes actifs conçoivent ces pratiques de visite comme une sorte d'échappée dans d'autres dimensions culturelles que celles qui les environnent professionnellement. Mais le contraste peut aussi s'établir à la suite, ça c'était le cas de, je crois, 3 ou 4 des enquêtés, à la suite de longs séjours dans des lieux où l'offre culturelle est plus rare. Et par exemple, donc là j'avais 2 jeunes notamment, l'un étudiant et l'autre actif, qui après un séjour dans des endroits apparemment reculés des États-Unis ou en Chine, se sont investis à leur retour en France, à corps perdu dans des pratiques de visite, mais de façon véritablement boulimique, comme par effet de rattrapage et de prise de conscience quand on les écoute, de la richesse patrimoniale du lieu où il résidait à l'origine. Et à l'opposé de ces carrières qui ont des profils contrastés entre un avant et un après, figurent des profils dont la dynamique d'ensemble est plus continue, soit en faveur de la pratique, soit en défaveur de la pratique,
mais qui apparaissent également jalonnés d'allers-retours dans les représentations que suscitent ces pratiques, soit dépendamment du type de visite et du type de socialisation à la pratique, soit dépendamment du type de lieu visité. Et donc là, je rejoins ce que je présentais tout à l'heure, à savoir que l'identité du visiteur n'est pas assumée pour tous les lieux patrimoniaux visités, mais peut être plus sélective selon les répertoires culturels dans lesquels s'insère la visite. Donc, en guise de conclusion, vous avez là des images de différentes nocturnes dans des musées. Je voudrais rappeler que les recherches qui portent sur des catégories de public, des catégories spécifiques de public, en particulier lorsqu'elles concernent des classes d'âge, sont à mon sens assez délicates, puisqu'elles courent toujours le risque d'attribuer des faits qui sont socialement construits au simple fait d'appartenir à une classe d'âge ou à une génération. Et de là, elles courent le risque d'essentialiser ces catégories. Et c'est pourquoi je trouve important de rappeler que cette appartenance, dans mon cas, dans le cas des jeunes que j'étudie, cette appartenance à la génération, à une génération, doit être maintenue au rang du plus petit dénominateur commun et il ne doit pas masquer toutes les dynamiques sociales qui ont cours, quel que soit l'âge ou la génération. Cependant, je pense que ces recherches permettent de lire ce qui change malgré l'apparente inertie de ces mécanismes sociaux d'accès à la pratique de visite notamment. Et ici, il s'agit en l'occurrence des évolutions des rapports au musée dans un contexte de transformation de l'offre et de la diffusion culturelle, mais aussi dans une transformation des représentations que cela peut engendrer. Et dans ce contexte culturel transformé, l'analyse des rapports de jeunes visiteurs au musée par les notions de carrière et de syntaxe des pratiques culturelles et sociales permet aussi d'étudier l'impact que peuvent avoir ces transformations culturelles sur l'identité du visiteur et sur les différentes manières d'être et de se percevoir soi-même comme étant public de quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je laisse la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions? J'amorce? Je peux amorcer. Oui, alors moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette intervention puisque ce sont des sujets qui me préoccupent actuellement aussi. Je vous explique un petit peu, on est avec des collègues en train de mener un travail de recherche sur les publics et leur rapport à la culture dans une ville, donc à Nancy en l'occurrence. Et effectivement, la méthodologie mise en place était, comme vous en fait, à la fois du quantitatif, mais pas que, c'est pas suffisant. Et on voit bien par rapport à ce que vous venez de dire que le qualitatif apporte certaines nuances et permet justement de ne pas essentialiser les choses. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant votre point de vue. Et là, je vais plutôt vous poser une question assez technique en fait. Vous dites que vous avez amené des enquêtés à parler assez longuement, on parle de récits de vie, si j'ai bien compris. Comment ça se met en place? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites quand vous êtes sur les lieux, au moment du musée, où vous récupérez les numéros de téléphone et l'entretien se fait a posteriori? Et puis j'avais aussi une question sur le nombre d'entretiens que vous aviez fait et comment vous avez mis au regard ces entretiens avec les enquêtes quantitatives que vous avez exposées tout à l'heure. Alors, par rapport à la manière de recruter en fait, les répondants, notamment à Nancy, en fait ça a été de différentes manières. Souvent ça a l'occasion justement d'enquêtes quantitatives dans le musée. La première que j'avais menée, c'était une enquête de réception et de connaissance du public lors de la nocturne Unis Musée à Nancy. Et à la fin du questionnaire, les personnes intéressées pour poursuivre cette démarche d'enquête laissaient leur email et j'ai recontacté des personnes à ce moment-là. Ça peut être aussi en étant présent sur place. Là actuellement, le ministère de la Culture est en train de réitérer une enquête sur les publics de la gratuité puisque les musées nationaux sont actuellement gratuits pour les moins de 26 ans. Et également à l'occasion, parce que j'ai travaillé pour le ministère de la Culture à ce moment-là, lorsque je rencontrais des jeunes
qui répondaient au questionnaire. Je leur demandais par la suite de laisser leurs coordonnées pour se retrouver après. Donc les entretiens, en fait, j'en ai une trentaine. Ils durent entre 1h30 et 2h. C'est assez long et donc on se retrouve dans un temps assez court après le moment où on les a rencontrés au moment de l'enquête. Justement parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de soucis de ce point de vue-là pour recruter les répondants. Quand on attend trop pour recontacter, il y a une déperdition de gens en fait. Plus on attend, moins on a de réponse finalement. Et l'articulation des terrains, en vérité, il y a plus là pour le coup une juxtaposition dans le sens où les enquêtes quantitatives forment une sorte d'arrière-plan général sur les publics des musées et les 18-30 ans au sein de ces publics et fournissent en fait des pistes qui sont ensuite explorées au sein de l'enquête qualitative. C'est plutôt ça, ce rapport-là d'approfondissement finalement. Voilà. Je laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Ok, c'est bon. Appuyez. Merci beaucoup pour ta communication, c'est vraiment passionnant et j'aimerais vraiment beaucoup en discuter parce que je travaille sur des objets très similaires. J'avais une question sur des points de méthodologie, sur la question de l'articulation synchronie-diachronie et méthode quantitative, méthode qualitative. Si j'ai bien compris ton argument, c'était quand même que l'analyse diachronique, elle se faisait surtout à partir des enquêtes qualitatives. Ouais. Alors, c'est pas malheureusement sur ton public, puisque c'est sur les 11-17 ans, mais il y a l'enquête pratique culturelle des enfants qui a mené justement celui d'octobre et d'autres pour laquelle ils disposent de données de panels qui permettent justement de suivre l'évolution des pratiques culturelles. Alors j'imagine, que tu l'as peut-être regardé, mais j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur les musées et que de toute manière c'est une pratique très prescrite par l'école à cet âge-là. Mais est-ce qu'on peut quand même en dire quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres bases de données qui permettent de dire quelque chose justement à partir de suivi, des enquêtes longitudinales, etc. Donc est-ce qu'on ne peut pas faire de la synchronique, de la diachronie de manière quantitative, de cette manière-là, et d'une autre manière aussi qui est, pour avoir travaillé aussi sur d'autres thèmes, sur des joueurs de jeux vidéo en l'occurrence, pour avoir travaillé aussi sur des carrières au sein de pratiques culturelles, et aussi des manières d'intégrer dans des analyses multivariées de la diachronie en codant tout simplement comme variable explicative les pratiques antérieures. Alors là, évidemment, il faut inventer des manières de faire, c'est-à-dire à quel âge on pratique pour la première fois, quelles fréquences on a eu avant, etc. Bref, est-ce qu'il n'y a pas quand même des manières en quantitatif dans ces statistiques-là de faire les analyses diachroniques que tu proposes et qui sont, à mon avis, tout à fait pertinentes? Oui, alors c'est un peu schématique en fait, un peu pour les besoins de l'exposé que j'ai présenté, que j'ai séparé entre qualitatif égale diachronie et quantitatif égale synchronie, puisque alors pour la question des panels, oui, bien sûr, il y a des enquêtes plus larges que l'on peut utiliser et qui travaillent sur des panels, notamment les travaux de Sylvie Octobre en font partie, mais aussi les approches générationnelles qu'a pu développer Olivier Donat par comparaison des différentes éditions d'enquête Les pratiques culturelles des Français, que je mobilise aussi beaucoup dans ma thèse. Pour le dispositif d'enquête que j'ai cité là, à l'écoute des visiteurs, elles ont le mérite en tout cas de se focaliser sur le public des musées et de rapporter un ensemble de plus vaste de pratiques à la pratique de musée. Et ce sont des publics qui sont rencontrés au musée. Ce dispositif-là intègre aussi des éléments de pratiques antérieures, d'évolution des pratiques, dans le sens où, d'une part, on interroge aussi ce qu'on appelle pour le coup la familiarité muséale. C'est un indicateur synthétique en fait qui recoupe à la fois la diversité des visites patrimoniales, donc dans différents types de lieux,
Donc il les détaille et qui demande si on les a visités au cours de ces 12 derniers mois et, ou une fois dans sa vie ou jamais. Et donc là on a déjà une approche de cette sensibilisation, voire de cette familiarité en fait, des publics. Donc il y a aussi une approche diachronique de ce point de vue-là. Elle permet aussi, en fait, ce dispositif-là, il est réitéré, il a été pour la première fois mis en place en 2010, il a été réitéré en 2012 et il devrait être réitéré en 2015. Par contre, pour une approche ça ne peut pas faire véritablement, à ce moment-là, permettre une approche par panel, finalement. Mais il y a ce suivi, cette évolution qui permettra d'avoir une approche aussi diachronique des pratiques et de l'évolution des publics. Et quelle était ton autre question? C'était ça, juste est-ce que tu as vu l'enquête pratique culturelle des enfants et s'il y avait des choses à l'intérieur? Bah oui, mais justement, en fait, c'est les travaux de Sylvie Octobre, c'est justement cette évolution, cette autonomisation de la pratique muséale progressive avec l'âge qui est intéressante, et le moment où ces différents paliers de la pratique totalement prescrite et encadrée et presque contrainte à l'autonomisation des choix et des goûts. Il y a d'autres travaux aussi sur la pratique de visite familiale qui montrent comment progressivement l'enfant ou l'adolescent va entrer les choix et ses goûts vont entrer en compte pour le choix par exemple de pratiquer tel ou tel musée, d'aller voir telle ou telle exposition. Et c'est une autonomisation progressive qui s'effectue et qui là aussi est socialement clivée, dans le sens où en fait si la pratique se cantonne à la pratique scolaire, pour le coup elle est bien plus contrainte que dans la pratique familiale qui laisse une grande part au choix et au goût culturel de l'enfant. Et là encore on retrouve ces clivages sociaux, la pratique familiale étant plus répandue dans les classes sociales supérieures. Tu as une question, Nathalie? Alors il faudrait appuyer sur le bouton rouge parce que je suis bloquée. Voilà, ça marche plus, je peux plus donner la parole ni ah, ça marche pas. Tu peux peut-être couper le micro de l'intervenant. Ouais. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Non, j'ai plus la commande. 1, 2. 1, 2. Bon. On va parler fort. Et si tu cliques ton micro, toi? Je ne peux pas couper. Je connais pas. 1, 2. Donc j'avais une question méthodologique. Comment prendre en considération la dimension du souvenir dans le récit du parcours? Parce que il y a des formes de déperdition, il y a des événements importants qu'on peut aussi oublier qui affectent quand même nos pratiques muséales. C'est ma première question. La deuxième question, je voulais savoir si vous faisiez dans vos enquêtes une distinction entre les pratiques d'expo permanente, d'expo temporelle ou de galerie d'art, ou si vous avez concentré votre enquête pour des raisons institutionnelles que sur les musées avec exposition permanente. Et alors, première petite question, vous avez parlé de pratiques muséales qui s'apparentent à ceux de centres culturels. Est-ce que ça c'est un terme qui vient de vous ou c'est un terme qui est employé aussi du côté des professionnels? Est-ce que d'où vient cet étiquetage que je trouve assez intéressant? Voilà, je vais parler fort. D'abord sur le centre culturel, c'est une analyse qui est développée par de nombreux muséologues, notamment que ce soit François Mérès ou Serge Chaumier, qui montrent justement, alors le terme, je ne sais pas si c'est le terme exact qu'ils emploient, mais qui montrent justement cette diversification au cours des dernières décennies de l'activité, du secteur d'activité en tout cas des musées. Et qu'on retrouve, qui est assez intéressant parce qu'on ne le retrouve pas seulement dans les musées, mais notamment actuellement on le constate aussi dans les bibliothèques ou dans les archives qui pour attirer des usagers,
vont proposer d'autres formes d'activités, du type les ateliers ou les expositions aussi. Donc il y a vraiment un brouillage des institutions en fait. Et toutes proposent, relativement à leur secteur d'activité principal, un ensemble d'activités connexes. Donc je ne sais pas si le terme est employé par d'autres, en tout cas c'est la dynamique qui est décrite par de nombreux chercheurs. Alors les questions sur les souvenirs et les lieux qui sont interrogés, c'est vraiment intéressant, je n'ai pas eu le temps de m'y attarder là. Pour ce qui est du souvenir, c'est quelque chose qui a été travaillé notamment par Sylvie Octobre, et elle montre que justement l'effet de mémorisation, c'est-à-dire presque la qualité du souvenir et le détail du souvenir, est aussi un indicateur de l'intérêt que l'on a rapporté à la pratique. C'est plus un indicateur de l'attachement à la pratique et du goût pour la pratique que de recenser qui a le plus ou le moins de souvenirs, et jusqu'à quel détail on va. En fait, c'est plutôt en termes d'indicateurs, en fait, et c'est en termes de ces effets de mémorisation comme l'indicateur de l'attachement et du goût pour la pratique. Et en fait, ça se vérifie assez bien. Des gens avec qui l'entretien va potentiellement tourner court, c'est des gens qui actuellement portent très peu d'intérêt à cette pratique-là et qui vont la pratiquer, qui vont aller visiter parce qu'ils y sont. Parce que là, je parle de prescription scolaire et familiale, mais il y a aussi une forme de prescription qui est dans son réseau d'amis et qui vont pratiquer ça moins pour aller voir une exposition en particulier et s'intéresser à ce qui est présenté dans les salles, que pour partager un bon moment. Par rapport à l'exposition temporaire permanente galerie, en fait, c'est intéressant de savoir à quoi s'applique l'identité du visiteur, le terme de visiteur. Et justement, parce que justement, il y a un brouillage entre les frontières, entre les différentes institutions et entre les différentes formes d'exposition. Et on peut tout aussi bien visiter en galerie d'art, en bibliothèque, dans des halls de cinéma parfois, il y a des expositions dans des centres commerciaux, il y a des expositions dans la rue. Et l'attitude de visite est quelque chose qui peut s'appliquer à des contextes très différents. Et d'ailleurs, demain matin, il y a Cosmina Göbor qui doit intervenir et qui travaille justement qui avait travaillé sur des expositions en extérieur où les gens qui passent devant ces œuvres exposées, ces photographies exposées, ne se donnent pas le qualificatif de visiteur et n'ont pas le sentiment de visiter lorsqu'ils passent devant même qu'ils s'arrêtent devant ces œuvres. Donc ces travaux sont pour moi assez intéressants. Et justement, quand je les invitais à parler de leur pratique de visite, je leur précisais que ça pouvait concerner tout type de lieu. Et justement, le sentiment, justement, ça fait rentrer aussi tout ce qu'on peut associer au fait d'avoir une visite patrimoniale et les différentes dimensions que l'on peut raccorder à cette pratique-là, qui peut en fait s'appliquer dans des contextes véritablement différents. Et c'est intéressant justement de voir ce que les enquêtés mettent dans cette pratique-là, intègrent en fait.